Salut les sorciers, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Science en question. Salut Marine, salut Lorraine. Hello Jean. Vous avez peut-être eu la chance de grandir avec des parents présents pour vous soutenir, mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Certains enfants vivent dans un contexte familial difficile, à tel point qu'il est parfois nécessaire d'éloigner l'enfant de ses proches pour préserver sa santé ou sa sécurité. Alors comment les enfants se construisent-ils dans ce contexte ? Que deviennent les traumatismes d'enfance une fois à l'âge adulte ? Et comment accompagner au mieux ces jeunes vers la vie d'adulte ? Parfois, nous verrons que ce sont les services chargés de la protection de l'enfance qui créent eux-mêmes des situations traumatisantes. Nous vous raconterons une histoire longtemps restée taboue, celle dite des enfants de la Creuse, ou comment des enfants réunionnais ont dû grandir à 10 000 km de leur famille et loin de leurs repères culturels. Et toi Marine, t'as prévu quoi ? Je vais vous parler des VEO, les violences éducatives ordinaires. Interdites en France, elles sont encore trop répandues et ne sont pas sans risque sur le développement de l'enfant. On verra que malgré la sensibilisation, les clichés ont la vie dure. Eh bien je crois qu'il est temps d'accueillir notre premier invité. C'est parti. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marion Feldman. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous êtes entre autres psychologue clinicienne et, je m'accroche parce que c'est pas facile à dire, vous êtes aussi professeur des universités en psychopathologie psychanalytique à l'université Paris-Nanterre. Et je voudrais commencer par le début de notre histoire aujourd'hui, mais aussi le début de notre histoire à tous. C'est-à-dire, quels sont les besoins d'un enfant pour son bon développement ? Alors, je vais vous répondre en faisant référence à une phrase magnifique de Winnicott, qui est pédiatre, psychanalyste, qui a vécu première moitié du XXe siècle, il est mort en 1971, je crois. Il dit « Un bébé seul n'existe pas ». C'est-à-dire que le bébé a besoin qu'on s'occupe de lui dans la continuité et pas par intermittence, et qu'il acquiert ainsi cette base de stabilité qui permet à l'enfant de construire son monde interne, d'acquérir une identité, et quand il y a des changements, des réaménagements psychiques par exemple à l'adolescence ou des changements à l'extérieur, il va pouvoir percevoir quelque chose d'une cohérence interne et qui assure une stabilité interne. Je dis là l'autre partie de la phrase de Winnicott, si un bébé seul n'existe pas sans les bras qui le portent, donc les parents, il n'existe pas non plus sans l'environnement qui porte les parents. C'est-à-dire que ce n'est pas une bulle, les parents et le bébé, mais les parents ont besoin d'être portés par un environnement sécurisant, ressourçant, qui vont permettre aux parents d'être suffisamment bons, comme j'ai dit, avec leur enfant. Et alors que se passe-t-il ? Quelles sont les conséquences si jamais ces besoins ne sont pas remplis ? Alors, en l'absence de continuité, en l'absence de ces besoins, l'enfant ressent du chaos, du désordre, voire du désastre, et l'enfant va grandir ainsi. C'est-à-dire que le risque, c'est que si l'enfant est dans des ruptures, s'il y a un changement de référent, s'il y a un changement d'environnement, parce que tout ce qui est rituel, quelque chose du même, sont des choses importantes pour permettre à l'enfant d'intégrer cette continuité. Donc on a besoin de constance on a besoin de constance, et donc s'il y a des ruptures et qui nécessitent chez l'enfant des réadaptations multiples, le risque, c'est qu'il va y avoir une énergie absolument considérable qui va être détournée du travail du développement de l'enfant. Alors, ce que vous dites là, c'est vrai pour le bébé, mais c'est vrai aussi à tous les âges. Quand on est adolescent, est-ce que aussi plus tard dans la vie d'adulte, c'est vrai aussi ? Alors, cette période 0-3 ans, ouais. elle est essentielle. C'est-à-dire que l'enfant, il a besoin, il est dépendant de l'adulte 24 heures sur 24 pour ses besoins physiologiques, pour ses besoins affectifs. Il a besoin d'une sécurité interne. Quand il aura acquis une sécurité interne, ça lui donnera la possibilité d'aller découvrir le monde, explorer le monde. Les bébés qui n'ont pas cette sécurité interne, ils vont avoir peur de découvrir le monde, ils vont pas aller explorer, ils vont pas aller jouer, ils vont pas aller vers l'autre. Cette sécurité interne, elle permet d'aller vers l'autre. Et donc, on passe donc l'enfance, l'adolescence, qu'est-ce qui se passe ? L'adolescent va assister d'une façon tout à fait impuissante devant les transformations de son corps, les modifications physiologiques, les modifications physiques. Et donc, ces modifications physiologiques, elles vont susciter des angoisses. Et si l'adolescent ou l'adolescente n'a pas ce que Françoise Dolto appelle la capacité de s'auto-materner,
en référence à ce que je disais sur ce qu'il a acquis dans sa petite enfance, ces angoisses ne vont pas pouvoir s'apaiser. Il va chercher à ce moment-là à apaiser ses angoisses, mais parfois en trouvant des solutions pas adaptées, c'est-à-dire en ayant des conduites à risque, en ayant des conduites auto-agressives, hétéro-agressives. Voilà le risque. L'autre chose, c'est que l'adolescence, c'est aussi un moment de questionnement sur qui je suis, qui j'ai envie d'être, à quel groupe j'appartiens. Et donc, les questions sont importantes. Et vous parlez de ces âges comme des âges passages, ça veut dire quoi Et donc les âges passages, c'est ça, c'est à l'adolescence, il y a des réaménagements psychiques qui vont bouleverser l'équilibre jusque-là qui avait été trouvé, et puis la maternité aussi, c'est-à-dire que l'adulte devient mère, devient père, et là, la part du bébé en soi, parce qu'on grandit avec la part du bébé en soi, se réactualise en fait. Et si la part du bébé en soi a été blessée, n'a pas été sécurisée, il risque, et si l'adulte n'a pas travaillé sur tout ce désordre ou les difficultés qu'il a connues, le risque, c'est que la parentalité risque d'être mise en défaut. Alors ça m'amène à votre approche. Vous avez une approche un peu spécifique pour étudier un peu justement ces traumatismes d'enfance. Quelle est cette approche ? Alors, mon approche, c'est une approche psychanalytique et je dirais plus largement psychodynamique. Il s'agit d'une psychologie dynamique. Ouais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout être humain est en conflit avec le monde, avec les autres, avec soi. Avec soi-même, on est face à des conflits en permanence. On a des désirs, on a envie de satisfaire nos désirs, et puis en même temps, on ne peut pas parce que... On ne peut pas tout faire, sinon vous imaginez, ce serait le chaos, ce serait l'anarchie. Donc on cherche des solutions. C'est appréhender l'être humain dans ces situations conflictuelles. Et en même temps, cette psychologie clinique, elle est historique, c'est-à-dire que la réaction d'un individu face à une situation, la solution qu'il va essayer de trouver face à une situation conflictuelle peut se comprendre en prenant en compte le passé de cette personne, de l'être humain, c'est-à-dire son passé infantile, les expériences individuelles, mais aussi l'héritage familial, ce qu'on lui a transmis ou ce qu'il a perçu de cet héritage familial qui vient se rejouer ou qui se joue dans les solutions qu'il trouve à tel ou tel conflit. Et donc, Freud a inventé la métapsychologie, donc qui recouvre les aspects théoriques de la psychanalyse, qui prend en compte l'ensemble des faits psychiques et surtout le versant inconscient. Alors il y a des situations de vie dans lesquelles l'enfant est particulièrement vulnérable, où son bien-être est menacé. Dans ces situations-là, il y a ce qu'on appelle l'ASE qui peut intervenir. Alors on le connaît aussi sous le nom de la DAS. On a utilisé ce mot-là, l'ASE, comme mot mystère, et je vous propose d'écouter ce que les gens connaissent de l'ASE ou pas. Regardez. Aucunement de la notion de ce non, vraiment. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Rien. Rien du tout. Non. Non, du tout. Pas du tout. L'ASE ? L'ASE. A-S-E. Rien. Vous n'avez jamais entendu ? Non. Alors les initiales, je sais pas exactement ce que ça dit, mais c'est par rapport à l'accueil des enfants, c'est ça Ça vous évoque quelque chose si je vous dis la DAS ? Oui, bah voilà. La DAS, les enfants qui sont placés, maltraités, les enfants je ne sais pas si les orphelins ils vont à la DAS, peut-être. Je crois que j'ai déjà entendu cette phrase, si t'es pas gentil, on t'amène à la DAS, ou quelque chose comme ça. C'est un mot peut-être familier qui est utilisé par la population en général et qui connaissent plus que l'ASE, c'est ça ? Grosse machine, ouais. Il y a beaucoup de boulot. Ouais. On attend les politiques, les priorités nationales. C'est pas nouveau, ça existe depuis que avant on appelait ça les enfants de l'assistance, voilà, bon, donc c'est pas nouveau. Marion, une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre ? Bah oui, les gens connaissent pas l'aide sociale à l'enfance. Quelqu'un évoquait la DAS, vous l'avez dit. Mais oui. Ça, c'est obsolète aujourd'hui. On ne dit plus les enfants DAS, la DAS n'existe plus. Je pense qu'il y a dans l'inconscient collectif, il y a quelque chose qui est transmis. Et je pense que dans un certain nombre de familles, on disait si t'es pas sage, on te met à la DAS. Une sorte de menace. Voilà, une menace.
C'était soit la pension, soit la DAS. Alors aujourd'hui, c'est remplacé, c'est l'ASE. L'aide sociale à l'enfance. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle? Comment elle intervient? C'est une institution donc, qui est départementale. Hein. Chaque département a une structure. Une structure aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance est là pour intervenir quand il y a des situations qui nécessitent l'intervention de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire que voilà, quand tout va bien, les enfants évoluent dans un milieu familial, voilà, ils ont eu un environnement sécurisant, un cadre de vie, voilà, leur permettant d'évoluer au mieux. Et puis certains enfants ont attiré l'attention, je ne sais pas, ça peut être à l'école, ça peut être en milieu familial, extra-familial, de quelque chose qui n'allait pas, d'une situation de danger. Et à ce moment-là, l'aide sociale à l'enfance rentre dans la situation, mais c'est extrêmement complexe, les choses ne se font pas comme ça. Et c'est très cadré. Et c'est très, très cadré avec une législation bien pensée. Ok. Et alors, comment l'ASE peut intervenir concrètement? Quels sont ses modes d'intervention? L'aide sociale à l'enfance peut intervenir de différentes façons. Sur un mode préventif, ou le suivi de situations d'enfants qui sont déjà placés. Ça, c'est des exemples de modalités d'intervention. Donc, mode préventif, c'est-à-dire qu'il y a un service à l'aide sociale à l'enfance qui va accompagner des familles, des parents dans leurs difficultés, leur défaillance parentale, et mais les parents sont prêts à adhérer à cette mesure. Donc un éducateur, un psychologue vont suivre la famille. L'aide sociale à l'enfance, ce sont aussi des services qui suivent des enfants, des familles, des enfants qui sont placés. C'est l'interlocuteur en fait du juge quand il y a eu une... Quand vous dites qu'ils sont placés, qu'ils sont accueillis en famille d'accueil, c'est ça, hein? Alors en famille d'accueil, il y a une multitude de lieux de placement collectifs, familiaux. Oui. Donc ça dépend, il y a un panel important, mais après la difficulté, c'est de pouvoir trouver le lieu de placement le plus approprié pour chaque enfant. Oui, parce que c'est l'occasion de le rappeler, mais chaque enfant a son parcours individuel. On ne peut pas faire des généralités sur les enfants qui sont... Comme n'importe quel enfant. C'est-à-dire que chaque enfant a son parcours singulier qui s'inscrit dans une histoire familiale. Et quand on travaille au niveau du soin auprès des enfants suivis à l'aide sociale à l'enfance, moi je parle d'une clinique de la dentelle. Voilà. Tout de suite, on va s'intéresser à un épisode marquant de l'histoire de l'aide sociale à l'enfance sur lequel vous avez travaillé. C'est le parcours d'enfants réunionnais, transplantés de force en métropole. On en parle avec Lorraine. Place aux sciences en action. Alors, on va parler d'une histoire assez hallucinante. C'est entre 1962 et 1984. Il y a des enfants nés à La Réunion qui ont été victimes d'un projet politique. L'objectif, c'était de faire face à une explosion démographique à La Réunion et à un contexte socio-économique très difficile à ce moment-là sur l'île. On parle en tout de 2015 enfants déplacés, déracinés, donc sur 20 ans. C'est énorme. Vous avez rencontré certains d'entre eux qui sont adultes aujourd'hui. Et je voudrais qu'on voit ensemble aujourd'hui comment les ruptures successives qu'ils ont subies laissent et ont laissé des traces tout au long de leur vie. Alors, il y a un acteur majeur dans cette histoire, c'est l'assistance publique, c'est l'aide sociale à l'enfance. À l'époque, c'était la DAS. Comment est-ce que la DAS est intervenue dans cette histoire-là? Alors, La Réunion, dans les années 60, faisait face à une situation, vous l'avez rappelé, de crise grave, une précarité importante, une explosion démographique. Il faut rappeler que La Réunion a été département français en 1946, après 300 ans de colonisation. Donc il y avait un phénomène qu'on appelle en créole le fait noir, c'est-à-dire vraiment une situation de précarité extrême. Et quand Michel Debré a été nommé député à La Réunion en 1963 et a encouragé cette politique de migration
de Réunionnais vers la métropole. 75 000 Réunionnais ont été déplacés en métropole par ce qu'on appelle le BUMIDOM, c'est-à-dire le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Donc à ce moment-là, c'est des gens qui sont encouragés, qui sont d'accord. Voilà, le fait de des partir. adultes. Et dans ce cadre-là, l'aide sociale à l'enfance, qui était la DAS à ce moment-là, participe à ce projet politique et des assistantes sociales sillonnent l'île pour aller identifier des enfants en grande difficulté pour les envoyer en métropole. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça, sont très complexes. Dans En la plus, c'est mesure sur 20 ans, où- on a dit. Oui, c'est sur 20 ans et en même temps tous. Donc si je reprends un peu les chiffres d'après le rapport Vital, parce qu'il y a eu un rapport de 700 pages effectué par des chercheurs. Donc il y avait Philippe Vital, sociologue, il y avait 2 historiens, un géographe qui ont travaillé pendant 2 ans sur ce sujet qui est d'une grande complexité, comme vous l'avez bien compris. Donc c'est un tiers des enfants avaient moins de 5 ans. D'accord. Un enfant sur 2 avait entre 6 et 15 ans et 1 sur 5 avait plus de 15 ans. Donc c'est beaucoup de très jeunes enfants. Beaucoup de très jeunes enfants. Tous les enfants qui ont été envoyés en métropole ont d'abord été séparés de leurs parents pour être placés dans des pouponnières ou dans des foyers à La Réunion. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier arrachement qui a été fait. Il y avait un premier arrachement. C'est violent comme... C'est très violent, avec des choses pas toujours très claires. Oui, parce que dedans, tous les parents n'étaient pas forcément assez informés sur ce qu'allaient devenir leurs enfants. Voilà, il n'y avait pas toutes les clés. Pas assez informés, on leur disait que leurs enfants seraient recueillis temporairement le temps que les parents aillent mieux, et puis en fait les enfants partaient en métropole. En métropole, on leur a dit qu'ils étaient orphelins alors qu'ils avaient des parents à La Réunion. Et donc un certain nombre d'enfants ont été adoptés, d'autres enfants ont été placés pour les plus âgés dans des familles d'accueil et dans des centres d'apprentissage ou à la ferme. Donc il y a eu des situations très très différentes. Et il y avait... Dans la réglementation de l'époque, les parents ne pouvaient pas contester cette décision. Oui. Donc il y a eu un premier arrachement de ces enfants à leurs parents, placés. Parfois ils ont été déplacés, pouponnières, foyers, il y a eu plusieurs ruptures. Et puis ensuite une autre rupture, donc la métropole, sauf que ça n'a pas été si simple. Il y a le cas de plusieurs personnes qui par exemple, sont arrivés au foyer de Guéret dans la Creuse, et puis ensuite qui ont été dans une famille d'accueil, et puis ensuite qui ont été adoptés. Donc c'est 3, 4, 5, 6 ruptures. Un parcours très chaotique. Un parcours très chaotique. Donc, quand je parlais de la sentiment de continuité d'exister, vous imaginez bien qu'avec un parcours pareil, non, c'était du chaos. Ils ont grandi avec ce chaos. Mais en plus de ça, ils ont été souvent séparés de leurs parents, sans qu'on leur... Cette rupture a été accompagnée de... Oui, n'a pas été préparée, n'a pas été soignée. Parfois séparée de leur fratrie. Il y a eu un éclatement de la fratrie. Et puis, un enfant seul qui arrive sans protection, il est exposé à toutes sortes de violences. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées ont été ont subi abusées, des violences oui. Dans les foyers, dans les familles. Toutes les femmes que j'ai rencontrées ont toutes été violées. Voilà. Donc en plus des ruptures... C'est incompréhensible qu'un organisme comme la DAS, du coup, qui est censé protéger, ait pu faire ça. Et donc, on imagine qu'à la DAS, il y a des professionnels qui ont connaissance des situations, ce que vous nous avez expliqué au début de l'émission, des besoins de l'enfant, etc. Donc, on a du mal à concevoir qu'une situation pareille ait pu avoir lieu. Alors, il faut recontextualiser l'époque. 60, 70, 80, je vous disais tout à l'heure, c'est avant 1989, c'est-à-dire que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas pris en compte. Voilà, donc l'ASE d'aujourd'hui n'est pas la DAS d'hier, même s'il y a beaucoup de choses à revoir. C'est une institution en grande difficulté et les enfants ne sont pas toujours protégés comme ils devraient l'être. Ce n'est pas la situation des années 60-70. L'autre difficulté, c'est que ces enfants ont souffert de racisme. C'est-à-dire que ces enfants arrivaient, la Réunion est constituée d'une population issue d'Afrique, d'Inde, et donc ils avaient des couleurs de peau plutôt foncées. Donc dans les années 60-70, un enfant noir qui arrive en plein milieu de la Creuse, c'était un peu étrange.
Voilà, donc ils ont en plus des ruptures auxquelles ils ont fait face, ils ont connu des maltraitances, de la violence. Du donc, mensonge. Comment ? Du mensonge aussi, vous le disiez, on leur a menti sur d'où ils venaient, qui étaient leurs parents. Du mensonge, et puis ils ont été arrachés à leur langue, ils parlaient le créole, ils ont dû parler le français pour les plus âgés, ils ont été arrachés à leur berceau culturel, à leur île, le climat. Imaginez arriver en plein mois de janvier à Guéret, alors que dans la Creuse, alors que les températures à La Réunion étaient tout autres. Tout a été bousculé. Et tout a été complètement bousculé. Donc, quels adultes ces enfants sont devenus ? Des adultes en grande difficulté, dans ces âges passages dont je vous parlais tout à l'heure, une adolescence chaotique, un devenir parent. Comment on devient parent quand on a connu tant de ruptures et qu'on n'a pas eu une continuité dans le lien avec son parent ? Parce que les gens que vous avez rencontrés, ils avaient quel âge quand vous avez pu vous entretenir avec eux ? Entre 45 et 75 ans. D'accord. Donc ils sont revenus sur tout leur parcours de vie avec vous. Et il y a des moments clés, comme vous le disiez, où les blessures sont d'autant plus réactivées ? C'est à ces moments de réaménagement psychique, l'adolescence, la maternité, et puis le retour à La Réunion, qui a été parfois, suite, en fait, c'est finalement cette histoire, on la connaît dans le grand public depuis 2014, depuis qu'Éric Cabarèche, ministre des Outre-mer, a fait voter cette résolution mémorielle à l'Assemblée nationale pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. 2016, des experts ont été nommés pour rendre un rapport en 2018. Donc, et depuis 10 ans, on entend beaucoup parler, il y a des émissions, etc. Avant ça, c'était très tabou. C'était tabou. Quelque chose qu'on cachait. Oui, bien sûr. La première fois qu'on entend parler, c'est en 2002 où Jean-Jacques Martial attaque l'État et demande dommages et intérêts pour kidnapping, maltraitance, etc. Jean-Jacques Martial, qui est du coup un des enfants de la Creuse, et puis après, progressivement, ils se sont fédérés en association pour faire entendre leurs souffrances, pour que ces douleurs du passé soient reconnues. Alors, comment ça se manifeste concrètement ? Quels troubles ça crée ? À quelle action ça pousse ? Alors, ces enfants ont connu ce qu'on appelle des traumatismes cumulatifs. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés dans des situations dans lesquelles ils n'avaient pas les ressources. Vous parliez tout à l'heure l'adolescent face à ses angoisses, il n'a pas la capacité de s'auto-materner, il va être en difficulté. Donc, imaginez bien que ces adultes n'ont pas eu la capacité de s'auto-materner. Donc, ont été en grande difficulté. Ils présentent des troubles psychiques. Ça peut être de la dépression, des psychoses. De la dépression. La plupart ont fait des séjours en psychiatrie, ont des traitements médicamenteux. Certaines personnes se sont suicidées, des troubles avec l'alcool, avec des conduites à risque. Et je vous parlais du retour à La Réunion, qui est extrêmement difficile parce qu'ils y sont retournés, mais les parents, la famille, les attendaient plus. Donc il y a eu aussi, ça a été un choc pour les familles. Ils se sont un peu rejetés aussi. À La Réunion. Et je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est Winnicott, que j'ai mentionné tout à l'heure, a beaucoup pensé la préparation à la séparation pour qu'un enfant puisse... Oui, parce que ça peut bien se passer, ou en tout cas moins mal. Mais les retrouvailles, c'est important de préparer les retrouvailles, parce que ce rejout risque de se réactiver la douleur de la première séparation. Donc là, ce n'est pas une séparation de 4-5 ans, c'est une séparation de 40 ans. Donc vous imaginez, c'est-à-dire qu'il y a une idée de part et d'autre... Il y a souvent un moment de lune de miel, on est heureux de se retrouver, et puis progressivement on se rend compte que les parents qui, s'ils sont encore vivants, leur enfant n'est plus du tout ce qu'il était, il ne parle plus créole, et c'est devenu un étranger. Et à La Réunion, c'est un sujet qui est tabou. Donc finalement, les enfants qui ont été amenés en métropole se retrouvent un peu... ils n'ont plus aucune place nulle part en fait. Exactement. Ils n'ont plus de racines à La Réunion, et en même temps, ils ne se sentent pas non plus... Ils ne sont ni d'ici ni de là-bas. Ils sont entre les deux. Est-ce qu'on peut faire des parallèles avec... ça me fait penser à des enfants qui auraient des parcours migratoires ou qui seraient issus de familles qui ont eu des parcours migratoires, où on peut se retrouver entre deux cultures. Est-ce que vous permettez de faire ces parallèles-là ? Oui. On peut, à la différence qu'eux sont partis sans leurs parents. Les parents sont restés. Quand les enfants
sont nés en France de parents qui viennent d'ailleurs, ils vont se construire à partir de deux cultures, de deux mondes différents. Et les difficultés, elles peuvent se poser à l'adolescence si l'adolescent n'arrive pas à rendre compatibles les deux mondes. Donc tout l'enjeu du travail psychologique, ça va être aider les enfants de migrants à rendre compatibles ces deux mondes. Mais c'est la situation des mineurs non accompagnés, ces jeunes qui arrivent, qui viennent du Maroc, de Guinée, qui arrivent en France. La famille est encore au pays, où il n'y a plus de famille au pays, ils arrivent seuls. Ils sont en grande difficulté parce qu'ils n'ont pas d'étayage autour d'eux, ils n'ont pas d'environnement qui est sécurisant. Et en plus, avec des parcours traumatiques énormes entre leur lieu de départ et l'arrivée qui parfois dure plusieurs mois avec des violences multiples. Alors Marion, on laisse de côté vos recherches un petit instant. Le temps pour nous d'évoquer une autre source de traumatisme pour les enfants. Ce sont les violences éducatives ordinaires. C'est le coup d'œil de Marine. Le fouet est le meilleur des maîtres, c'est le seul moyen d'élever ses enfants. Alors rassurez-vous, c'est pas de moi. Ça vient des Malheurs de Sophie, un roman publié en 1858 par la comtesse de Ségur. Sophie, c'est une petite fille curieuse et pleine d'énergie qui subit des maltraitances répétées de la part de sa belle-mère. Ces violences, on les appelle des violences éducatives ordinaires, VEO. Éducatives parce que l'intention derrière, c'est de discipliner l'enfant, de le soumettre à l'autorité parentale. Et ordinaires parce que ces violences sont banalisées, tolérées par la société encore aujourd'hui. Elles prennent quelle forme, ces violences ? Elles prennent plusieurs formes. Les VEO, ça désigne aussi bien les violences physiques, donc la fessée, la gifle, le fait de secouer l'enfant ou même de le pousser, que les violences verbales et psychologiques. Donc crier, insulter, humilier, menacer ou faire du chantage, ça fait aussi partie des violences. Et j'insiste sur l'aspect ordinaire de ces violences. Ça fait pas si longtemps qu'on les considère comme des comportements inacceptables. À l'école, par exemple, les châtiments corporels ont duré jusque dans les années 1970-1980. Qui n'a jamais entendu un parent ou un grand-parent parler du maître qui tape sur les doigts avec sa règle ou qui lance une craie sur les élèves? Et à la maison, c'est pareil, vous connaissez sûrement quelqu'un qui a reçu des coups de martinet. Même dans les histoires qu'on se raconte, c'est normalisé. On connaît Saint-Nicolas, patron protecteur des enfants, mais pour ceux qui désobéissent, il y a le père fouettard. Et qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des VEO sur les enfants alors ? Alors sans grande surprise, la violence, ça ne fait pas de bien. Et ça, la comtesse de Ségur l'avait déjà compris au 19e siècle. La petite Sophie qui se fait maltraiter par sa belle-mère, elle finit par devenir agressive, colérique et menteuse. Aujourd'hui, la science confirme que les VEO ont un impact néfaste sur le cerveau des enfants. Ça altère notamment le développement du cortex préfrontal. Le risque, c'est de générer chez l'enfant de l'anxiété, de la dépression, des troubles de l'apprentissage ou des comportements agressifs. Parce que finalement, ce qu'on lui apprend, c'est que la violence est le seul moyen de régler les conflits. Une autre conséquence des VEO, c'est la création d'un cycle de la violence. Les parents ont tendance à faire subir à leurs enfants les violences qu'ils ont eux-mêmes vécues pendant leur enfance et de génération en génération, la violence se transmet. Et la loi dit quoi sur les violences éducatives alors ? Il n'y a pas quelque chose qui est prévu ? Il a fallu attendre 2019 pour que l'interdiction des violences éducatives soit inscrite dans la loi. Mais maintenant, c'est clair, l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. On a envie de dire il était temps, parce que jusqu'en 2019, les parents avaient encore ce qu'on appelle un droit de correction sur leurs enfants. Et c'était les parents qui choisissaient la correction, comme quoi même la justice banalisait les violences intrafamiliales. Alors ok, aujourd'hui c'est interdit, mais est-ce qu'on le respecte ? Alors ce qui est sûr, c'est que les violences sont toujours là. En 2022, l'IFOP a publié un baromètre des VEO. Ils ont interrogé 1314 parents d'enfants de 0 à 10 ans et 79% des parents admettent avoir commis au moins une violence éducative ordinaire dans la semaine précédant l'enquête. Et ces violences, elles ne viennent pas de nulle part puisqu'un tiers des parents déclarent avoir eux-mêmes subi des violences physiques ou morales pendant l'enfance. Ça soutient cette idée du cycle de la violence. Alors qu'est-ce qu'on fait pour arrêter ce cycle de violence ? La première étape, c'est déjà d'identifier ces violences. Ensuite, il y a un gros travail de sensibilisation à faire concernant les effets négatifs des VEO sur le développement des enfants. Et il faut briser le cliché selon lequel c'est la seule forme d'autorité parentale efficace. Aujourd'hui, les professionnels de l'enfance et des sciences de l'éducation proposent d'autres approches éducatives. On y retrouve des principes comme encourager les comportements positifs plutôt que de punir les comportements négatifs. Bon, après, je ne suis pas là pour vous donner une leçon de parentalité, mais ce qui est clair, c'est que toute la société est responsable de la protection des enfants, parce que le truc avec les enfants, c'est qu'ils ne peuvent pas se défendre tout seuls. Alors c'est important de le dire, non, subir des violences, ça n'endurcit pas. Non, c'est pas juste une petite tape. Et non, l'éducation non violente ne fait pas des enfants pourri gâtés. À la fin de l'histoire, quand Sophie se retrouve dans une famille patiente qui remplace les coups et les insultes par des explications et des paroles rassurantes, elle ne devient pas une petite fille ingrate, elle devient une petite fille apaisée et surtout heureuse. Eh bien, merci beaucoup Marine pour
pour ce rappel. Peut-être une réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre ? Ce qui est important, c'est que les parents puissent accorder de l'importance aux explications, puissent parler aux enfants, qu'il y ait des temps au niveau éducatif, des temps pour parler, en fait, des temps pour parler, pour expliquer, se mettre à hauteur d'enfant. Alors pas lui parler n'importe comment, lui parler normalement, et considérer, en fait, c'est considérer l'enfant comme une personne. Aujourd'hui, en France, on met beaucoup l'accent sur la protection. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un volet prévention à améliorer ? Ah, ça, c'est sûr. Vous parlez des crèches préventives. Oui, c'est politique, en fait. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, que le travail préventif devrait être développé, évidemment que les jeunes parents devraient être davantage aidés. C'est-à-dire que des espaces de médiation, des espaces pour permettre que soient accompagnés les parents et leurs enfants. C'est-à-dire qu'on ne devient pas parent, la parentalité, elle n'est pas innée. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se réactualisent dans la parentalité qui sont parfois difficiles si les choses n'ont pas été transformées. Bon, merci Marine, merci Marion. Dans la suite de l'émission, on se questionne sur la façon d'accompagner les jeunes qui vivent dans un climat familial difficile, comment mieux prendre en compte leurs paroles, pourquoi est-il essentiel de les impliquer dans les décisions qui les concernent et comment repenser les pratiques éducatives. On accueille une nouvelle invitée, elle mène aussi des recherches à l'université Paris-Nanterre. Place à l'esprit d'équipe. Bonjour Séverine Neuillet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Sciences en question. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation à l'université Paris-Nanterre. Alors vous menez des recherches sur le développement de l'enfant dans le cadre de la protection de l'enfance et aussi sur les pratiques éducatives. J'imagine que vous allez sur le terrain à la rencontre à la fois des professionnels de l'aide sociale à l'enfance mais aussi des enfants. Oui, dans le cadre de recherche en sciences de l'éducation et de la formation, souvent ce qui nous intéresse, c'est le point de vue des acteurs, en considérant que les acteurs ont un savoir, par leur expérience, ils ont un savoir, ils sont les mieux placés pour avoir un regard sur les mesures, les accompagnements et ce qu'ils vivent au quotidien. Donc pour cela, on va rencontrer les professionnels, les enfants et les parents. Avant d'aller sur le terrain, on co-construit souvent en amont, dans le cadre d'un partenariat, la méthodologie possible, avec la faisabilité, avec des contraintes scientifiques, avec un design méthodologique qui répond à des règles scientifiques, mais aussi éthiques au niveau de la posture du chercheur. Okay. Ça passe à la fois, j'imagine, par de l'observation, par de l'écoute, des témoignages, de la discussion. Tout ça, ça nourrit votre réflexion après ? Oui, complètement. L'idée, aujourd'hui, on voit dans les recherches actuelles, c'est de développer des méthodologies mixtes, donc qui recueillent à la fois des données qualitatives, donc à travers des entretiens, par exemple, que l'on peut réaliser, souvent avec plusieurs personnes, avec des profils différents, pour arriver à croiser les points de vue, parce que la réalité est dans un entre-deux, probablement. Et ce qui nous intéresse, c'est la façon dont les personnes le vivent. Donc à travers des entretiens semi-directifs, par exemple, mais aussi des observations de situations, de ce qui se passe dans le quotidien. Ou alors aussi, par exemple, des questionnaires, donc avec des outils qui peuvent être aussi des tests psychométriques, donc avec des données chiffrées qui permettent, dans l'analyse, d'avoir des points de vue différents sur une complexité dont on essaie de saisir et de rester aussi les plus fidèles possibles. C'est un des enjeux actuels de la recherche, notamment en protection de l'enfance, c'est d'arriver aussi à être le plus fidèle possible à la réalité et au vécu dont nous partagent les personnes. Alors vous vous concentrez notamment sur la parole qu'on accorde aux enfants qui sont concernés par des mesures de protection de l'enfance. Aujourd'hui, est-ce qu'on écoute et on entend la parole de ces enfants ? La participation de l'enfant et la parole de l'enfant a connu de larges évolutions par rapport à ces dernières années. Ça s'inscrit dans une évolution sociétale, vous l'avez dit, avec les violences éducatives ordinaires. Aujourd'hui, on regarde l'enfant de manière un peu différente. On y accorde une parole aussi. On l'a vu avec des faits dans les médias, sur la façon dont on peut recueillir la parole des enfants. Et donc, c'est un élément qui est central en protection de l'enfance parce que les enfants concernés par une protection de l'enfance sont des enfants pour qui on a pris des décisions
décision pour eux. Le juge a décidé qu'ils ne pouvaient plus vivre dans leur famille parce qu'ils étaient en danger ou en risque de danger. Et donc, des professionnels, le juge a décidé notamment que l'enfant devait changer de lieu de vie. Donc, ce sont des enfants qui ont très peu voix au chapitre. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises pour eux tout au long de leur parcours. On leur dit d'aller rencontrer leurs parents à telle fréquence, dans tel lieu. On leur dit qu'ils ne pourront pas vivre avec leur fratrie, par exemple. Donc, la participation de l'enfant dans ce contexte-là a vraiment un enjeu fort, notamment en correspondance avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Et quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne prend pas suffisamment en compte la parole de ces enfants? Faire participer l'enfant, c'est tout d'abord l'informer, puis c'est l'écouter, puis c'est l'impliquer. Il y a ces 3 niveaux de participation globalement. Et parfois, en protection de l'enfance, donner beaucoup d'informations à l'enfant, lui donner suffisamment d'informations, peut être perçu comme un risque de l'exposer à chaque fois à sa situation traumatique, de pouvoir l'exposer aux difficultés familiales qu'il vit au quotidien. Donc, il y a cette nécessité aujourd'hui et cette prise de conscience. Il y a les travaux québécois de Carla Charité sur les logiques participatives qui ont permis de vraiment faire avancer les choses et de considérer que pour faire participer l'enfant, la base fondamentale, c'est de pouvoir l'informer. L'informer à la hauteur de sa compréhension et des enjeux pour lui. Et l'informer, ça passe par quoi? Alors comment on fait? Comment on informe? Alors, effectivement, c'est les conditions de cette information. C'est qui informe l'enfant, voilà, qui lui parle, qui lui explique sa situation, pourquoi le juge a pris telle décision, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est là en famille d'accueil ou en lieu collectif. Donc, ce sont des questions qui... Il n'y a pas de solution. La recherche n'en a pas. Les professionnels sur place, personne n'a de baguette magique. Donc, c'est aussi en fonction de chaque situation. C'est par l'expérience aussi. C'est par l'expérience, c'est par le travail collectif, c'est le travail d'équipe, c'est la coélaboration à plusieurs et de pouvoir réfléchir avec l'enfant aussi de qu'est-ce qu'il est en mesure d'entendre, qu'est-ce qui lui permettrait de mieux comprendre sa situation. Donc l'enjeu d'information, il est capital et peut-être c'est aussi le fait de penser que ce sont souvent les adultes qui sont mal à l'aise avec le fait de transmettre des informations, où les enfants peuvent avoir des capacités quand même très importantes de comprendre les choses qui se passent autour d'eux. Ils ont besoin que les adultes mettent des mots, que les adultes réfléchissent autour d'eux et mettent des mots pour que l'enfant... Est-ce que pourtant ça veut dire qu'on peut tout dire à un enfant? Alors si je vous répondais oui, je ferais une grave erreur. L'idée, c'est pas de tout dire, c'est pas d'une participation qui serait une prise de pouvoir, une prise de décision complète de l'enfant, mais c'est de pouvoir apporter des informations éclairées. L'objectif de l'information de l'enfant, c'est qu'il puisse lui-même faire ses propres choix, c'est qu'il développe un pouvoir d'agir, une agentivité par rapport à son propre développement et à son propre devenir. Le moment de participation, lorsque l'enfant il est accueilli vraiment dans un système de protection de l'enfance, alors il a une histoire, c'est sûr, mais il a surtout un avenir. Et c'est aussi comment, en le rendant acteur aujourd'hui, on lui donne les clés pour qu'il puisse faire ses propres choix de façon assez sereine pour la suite. Donc vous disiez informer, ça passe donc par informer. Oui. Les 2 autres, c'était être écouté. Être écouté. Donc c'est aussi pouvoir lui poser des questions. C'est-à-dire on lui donne des informations sur voilà les possibilités qui s'offrent à toi. Si tu nous dis tel avis, voilà les conséquences qu'il peut y avoir, et c'est l'écouter. C'est qu'est-ce que tu ressens, de lui poser les questions de comment il se sent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il ressent, en le rassurant sur le contexte et la façon dont il peut exprimer une parole. Je reviens sur l'information où on oublie souvent, c'est que par rapport aux recherches qu'on a réalisées dans certains départements et témoignages d'enfants qui ont pu nous dire moi, je ne parle plus parce que je ne sais pas ce que les adultes vont en faire. C'est-à-dire que les enfants sont peu informés du devenir de leur parole. Imaginez-vous, en tant qu'adulte, on donne son avis quand on sait ce que l'autre va en faire derrière, mais si on ne connaît pas les conséquences ni le devenir de la parole, et les enfants concernés par la protection de l'enfance ont pu faire l'expérience de la surinterprétation de certaines de leurs paroles, d'une parole qui est répétée à l'un et à l'autre et qui à chaque fois passe par des filtres déformants de leurs paroles et de leur propre réalité. Donc c'est aussi comment on les soutient dans cette expérience sécurisante de pouvoir avoir un avis sans redouter les conséquences de cet avis. Ce que j'ajouterais, c'est que
quand un enfant est placé, il y a beaucoup d'adultes autour de lui. Il y a l'assistante familiale, il y a les éducateurs, les assistants de services sociaux, il y a les psychologues, pédopsychiatres si l'enfant est suivi au CMP, il y a la référente aide sociale enfance, le juge, donc il y a énormément d'adultes. Et toute la complexité du travail, c'est pouvoir mettre les adultes autour d'une table et pouvoir rendre le travail cohérent entre les adultes. Et si le travail est cohérent entre les adultes, si chacun a sa place, si chacun peut entendre la parole de l'autre, sachant que ce sont aussi des professionnels qui interviennent à des niveaux différents et qui n'ont pas la même langue, un éducateur ne parle pas de la même façon qu'un pédopsychiatre n'a pas les mêmes préoccupations. À partir du moment où le portage de l'enfant est cohérent, alors il y a toutes les chances pour que l'enfant se sente suffisamment en sécurité et qu'il y ait une parole qui soit partagée. La grande difficulté, je trouve aujourd'hui, dans le suivi des enfants, c'est que les adultes ne sont pas toujours d'accord ou ne prennent pas toujours assez de temps pour comprendre la situation de chaque enfant et s'articulent entre eux pour accompagner au mieux chaque enfant et sa famille. Séverine, sur quelles décisions les enfants pourraient être impliqués, devraient être impliqués ? L'enfant doit être entendu, doit pouvoir donner son avis, par exemple, sur la dimension scolaire, la dimension sanitaire, sur les suivis psychologiques qu'il peut avoir ou paramédicales. Donc, il y a pas mal d'exemples au niveau des décisions en lien avec la participation, parce qu'on parle de la participation en général, mais il y a plusieurs dimensions dans la participation. Il peut y avoir la participation de l'enfant à la vie quotidienne, aux situations de la vie quotidienne. Est-ce que l'enfant peut choisir la peinture qu'il y a dans sa chambre ? Est-ce qu'il peut choisir le dessert ? Est-ce qu'il peut choisir dans quelle colonie il peut aller ? Est-ce qu'il peut choisir le fait d'aller à une soirée pyjama ou pas ? Et ces éléments-là ne sont pas anodins. L'expérience de la participation et de la prise en compte de sa parole sur des aspects quotidiens permet la participation à un niveau plus général et notamment la participation aux décisions qui concernent sa mesure. Parce que, au fil de son parcours, pour l'enfant protégé, il y a des décisions importantes qui sont prises pour lui. Le juge, quasiment tous les ans, peut décider, donc il y a des audiences, ce sont des dates clés, et où le juge doit statuer. Il doit dire: cet enfant va rester protégé, va rester dans un lieu collectif ou en famille d'accueil, ou alors il y a une main levée et cet enfant rentre dans sa famille. Donc il y a des décisions potentiellement annuelles qui sont capitales et qui impactent de manière directe le parcours de l'enfant. Et donc toute la question, c'est comment on prépare cet enfant à pouvoir participer au processus de décision. Et c'est en ça où la nuance, elle est importante. Il ne s'agit pas de dupliquer la participation de l'enfant aux décisions, mais l'objectif, c'est de penser le processus de décision. C'est ça, et de réintégrer la parole et les paroles au processus de décision qui soit un peu plus horizontal et collégial. Alors en préparant cette émission, on s'est demandé quel regard portent les gens sur l'aide qu'on apporte à ces enfants. Lorraine, tu as posé la question aux gens que tu as croisés dans la rue. Écoutez leurs réponses. C'est des gens qu'on abandonne à 18 ans. Beaucoup plus qu'avant. Et sur plus qu'avant ? Oui, avant il y avait les contrats jeunes majeurs, maintenant il n'y en a plus. Pratiquement plus. Toujours avoir un suivi ou toujours les protéger, quoi. Même si c'est de loin, mais toujours vérifier qu'ils vont bien, qu'ils n'ont pas mal tourné avec leur passé, je pense. C'est à l'État de subvenir au manque, à leur manque. Eux n'y sont pour rien. Après, c'est pas évident parce que c'est vrai que psychologiquement, c'est des gens qui ont souffert et qui n'ont pas forcément les mêmes repères que les autres. Donc, il leur faut beaucoup plus d'efforts pour réussir. Alors, je pense que c'est plutôt en amont qu'il faut intervenir et, encore une fois, de créer une éducation solide et des savoirs au moins techniques, etc. Parce que eux ne vont pas bénéficier évidemment de soutiens familiaux. À quel regard ? Après, je sais pas forcément parce que du coup, moi, je suis pas confronté à ça, donc je peux pas non plus avoir un avis là-dessus. Je sais que dans mon entourage, on part du principe que déjà ils ont le manque affectif maternel, paternel, donc on essaie un petit peu de les protéger et d'essayer de se comporter plus que convenablement avec eux, on fait attention. Donc c'est en gros notre enfant, eux on a du mal à leur faire des réflexions ou on prend des pincettes pour leur parler, comme ça on les blesse pas. Alors évidemment, ce micro-trottoir n'est pas une étude sociologique exhaustive, mais est-ce qu'il y a des paroles qui vous font réagir dans ce que vous avez entendu ? Je trouve toutes les paroles sont intéressantes.
parce qu'on entend leurs préoccupations pour ces enfants à 18 ans. Bah oui, c'est ce qu'on appelle des sorties sèches, c'est-à-dire que l'ASE ne s'occupe pas d'eux s'ils ne bénéficient pas du contrat jeune majeur qui permet qu'ils soient protégés jusqu'à l'âge de 21 ans. Et quand bien même 21 ans, c'est quand même très jeune. Et c'est très département dépendant, puisque voilà. l'ASE dépend des départements. La dernière loi de la protection de l'enfance, normalement, va dans le sens d'une plus grande attribution des contrats jeunes majeurs. Et est-ce que ça s'est dégradé, puisque alors la personne dans le micro-trottoir dit que les contrats jeunes majeurs, il y en a de moins en moins, ou c'est moins bien fait? Est-ce qu'effectivement c'est une réalité de terrain? On voit une hétérogénéité au niveau des départements, mais pour les données chiffrées, l'Observatoire national de la protection de l'enfance a publié les données par rapport à 2022 et a observé une augmentation des jeunes majeurs qui peuvent être suivis au niveau des départements, parce qu'effectivement la dernière loi dite Taquet en 2022 encourage largement les départements, et on voit des initiatives, c'est-à-dire que cette question des sorties sèches, effectivement, c'est à partir des témoignages des jeunes, mais aussi à partir de plusieurs recherches qui ont été réalisées, et du coup alors on voit des départements qui accompagnent aussi jusqu'à 25 ans, qui essaient de faire du lien avec le droit commun. Une jeune femme disait que peut-être continuer à regarder de loin ce qu'ils deviennent, etc., c'est peut-être y aller progressivement en tout cas. Alors ça c'est une chose dans la recherche là, qui a été menée récemment par Jeune Rideau, c'est une des choses qui ressortait des anciens enfants placés, c'est pouvoir ne pas à 18 ans ou à 21 ans quitter complètement le système de la protection de l'enfance, et en effet ils veulent s'en affranchir, mais peut-être qu'il y ait des choses qui restent, en tous les cas qu'il y ait des relais, ou en tous les cas un accompagnement encore sur des points très particuliers. Oui, parce que finalement sinon c'est un nouveau traumatisme, encore une rupture violente. Oui. Là, dans les personnes qu'on a entendues, tout le monde a un regard assez bienveillant autour de ces personnes-là. Est-ce que concrètement aujourd'hui dans la société, c'est quand même des personnes qui sont marginalisées du fait de leur situation, qu'est-ce qui va jouer dans cette potentielle marginalisation? Ils se sentent regardés différemment. Alors que quand on les écoute, ils nous disent mais on a envie d'être comme tout le monde. Et c'est aussi un des enjeux de la recherche, c'est aussi de pouvoir rendre visible la situation de ces enfants-là qui effectivement dénoncent un sentiment de stigmatisation. À l'école maternelle, c'est l'heure des mamans. Il y a quand même plus de 150 000 enfants en France qui ne vivent pas avec leurs parents et qui sont en dehors de leur domicile familial. Donc il y a aussi beaucoup de codes dans la société qui leur renvoient régulièrement le fait qu'ils ne vivent pas dans leur famille, et un sentiment de stigmatisation. Effectivement, les témoignages que vous avez recueillis sont intéressants, mais on en entend aussi où c'est les enfants du foyer qui peuvent être accueillis quand même aussi avec un regard un peu suspicieux. Ils attendent que l'enfant fasse ses preuves et qu'il ne dérange pas trop. Où il n'est pas toujours vu comme un enfant victime. On le voit aussi parfois comme un enfant qui arrive avec des problèmes et avec ses problèmes, alors que c'est avant tout un enfant victime. Bon, il y a encore du travail. Probablement. Marion Séverine, on va en apprendre un peu plus sur vous et sur votre parcours. Place à la séquence en coulisses avec Marine. Alors c'est l'heure de notre petit défi. Pour en savoir un peu plus sur vous, on va vous laisser 30 secondes à chacune pour vous présenter. Marion, c'est d'abord à vous. Dès qu'on a votre feu vert, on lance le chrono. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors top chrono. Alors, après le bac, j'ai voulu m'inscrire en psychologie, mais j'ai renoncé. Je me suis orientée vers des études de médiation culturelle. J'ai travaillé dans ce milieu. Et puis, j'ai eu envie de reprendre des études en psychologie. J'ai opéré une reconversion professionnelle. Donc, je suis devenue psychologue. Et puis, j'avais envie de faire de la recherche. J'ai fait une thèse de doctorat. Et je suis devenue enseignante, chercheur à l'Université Paris-Descartes, puis à l'Université Paris-Nanterre. Parfait. Vous avez même fini en avance. Alors Séverine, maintenant c'est à vous, 30 secondes pareil pour vous présenter. Est-ce que vous êtes prête? Oui, merci. Alors top chrono. Alors au départ, je souhaitais être psychologue pour enfants. Donc j'ai réalisé une licence en psychologie à l'université Toulouse-Lumirail. Puis je me suis orientée finalement vers la recherche avec un master. Et donc j'ai réalisé une thèse en psychologie du développement sur l'attachement des enfants en protection de l'enfance. Et avec mon doctorat en poche, j'ai eu l'opportunité d'être chargée d'études à l'Observatoire national de l'enfance en danger. C'est aussi une opportunité en étant doctorant. Et maintenant, ça va faire 15 ans que je suis enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Nanterre en sciences de l'éducation.
Parfait. Sur le gong. Alors bravo à toutes les deux, merci d'avoir accepté le défi. Évidemment, on ne va pas s'arrêter là, j'ai d'autres questions pour vous. Si on commence par vous, Marion, vous n'avez pas un parcours typique, vous l'avez dit, vous avez repris les études de psychologie à 30 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous réintéresser à la psychologie ? Alors en fait, ce qui est drôle, c'est que à l'époque, après le bac, on allait à l'université prendre son dossier. Et je suis allée à Nanterre pour m'inscrire. Et après avoir fait la queue, arrivée pour prendre le dossier, j'ai dit « Oh non, finalement, je ne fais pas psycho ». Mais je me suis orientée d'abord vers des études. J'ai fait un doc de danse à la Sorbonne. Et il y avait un cours de psychothérapie par la danse et un cours de psychanalyse. Et j'étais très, très intéressée par ces cours. Mais j'ai continué vers la médiation culturelle et puis j'ai fait un travail sur moi qui m'a amené à un moment donné à cette évidence. Il fallait que je reprenne mes études de psychologie. Voilà, l'idée était là. Voilà. Et puis, alors c'était une évidence pour moi. Alors, mon idée, c'était de devenir psychologue clinicienne. Et puis, en fait, j'ai été addictée aux études. C'est-à-dire qu'après un DESS, j'ai fait un DEA et puis une thèse. Puis, j'ai commencé à enseigner. La recherche m'a plu. Et puis, voilà, j'ai eu un premier poste de maître de conférence. Alors qu'initialement, vous ne vous orientiez pas vers la recherche ? Quand j'ai repris mes études à 30 ans, je me suis dit, je ne sais pas du tout jusqu'où j'irais. Mon idée, c'était de devenir psychologue. Et puis, en fait, le mémoire de maîtrise et de DESS, la démarche m'a beaucoup plu et j'ai souhaité poursuivre en DEA. Et voilà. Puis j'ai commencé, en faisant ma thèse, j'ai commencé à enseigner et les choses se sont un peu présentées comme ça. Justement, en parlant d'enseignement, aujourd'hui, vous êtes à la fois enseignante, chercheuse et psychologue clinicienne. C'est un peu 3 métiers en un, à la fois recherche, enseignement et le traitement des patients. Mais ces approches, elles sont complémentaires ? Elles sont complémentaires. Ces 3 pôles sont extrêmement importants dans l'enseignement, dans la recherche et dans la clinique. Et comment elles se complètent ? Quand j'enseigne, mes enseignements sont renouvelés grâce à mes recherches et en même temps nourris de toutes mes expériences cliniques. Dans la recherche, je suis portée par le fait que je suis psychologue clinicienne et donc comme mes recherches portent sur des populations, je rencontre des populations vulnérables, j'ai besoin d'avoir cette casquette de clinicienne pour comprendre l'autre, être en empathie. Et au-delà d'être en empathie, c'est être avec l'autre et dans une compréhension de l'autre. Donc les 3 s'articulent, sont complémentaires et je ne pourrais pas lâcher un pôle, c'est impossible, les 3 sont vraiment liés. Et donc vous l'avez dit, dans le cadre de vos recherches, vous rencontrez, aussi dans le cadre de votre activité de psychologue clinicienne, vous rencontrez des personnes qui vous confient des histoires souvent difficiles. Comment vous vous positionnez par rapport à ces paroles que vous recevez ? Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre la posture de la professionnelle et puis votre sensibilité personnelle ? On travaille, en tant que chercheuse en psychologie et un chercheur en psychologie clinique, on travaille avec notre outil qui est nous-mêmes. J'ai fait un travail de doctorat sur, je vous disais tout à l'heure, sur des adultes qui, enfants, ont vécu des traumatismes importants. Toutes mes recherches tournent autour des questions des devenirs des traumas d'enfance. J'ai fait un travail sur moi et il y a une nécessité à être dans l'être avec l'autre. Et moi, je ne dissocie pas le chercheur de la psychologue de l'être que je suis. Nous avons des outils aussi pour pouvoir travailler on travaille avec notre subjectivité. Il y a un terme qu'on appelle le contre-transfert, c'est-à-dire ou la résonance. C'est-à-dire et qui vont constituer des éléments importants dans la rencontre avec l'autre et dans ce qu'on va comprendre de l'autre. C'est-à-dire essayer de comprendre, c'est écouter l'autre, mais aussi écouter ce que ça nous fait d'entendre l'autre ou de rencontrer l'autre. Et ce sont des éléments qui vont faire partie de la recherche et de l'analyse qu'on va faire. Et c'est quoi ? C'est mieux l'écouter pour mieux s'en détacher du coup ? Pas forcément s'en détacher. Non, c'est vraiment... je suis touchée par une personne, la personne va voir que je suis touchée et c'est important qu'elle voit que je suis touchée. C'est-à-dire je suis et nous sommes, en tant que chercheuses, des êtres sensibles et complexes. Ça ne peut pas être des machines. Séverine, on l'a dit tout à l'heure, vous menez des entretiens avec des acteurs très différents, donc des enfants, des professionnels de l'enfance. Est-ce que le fait d'avoir ces différents points de vue, ça vous permet d'avoir une vision plus nuancée de la réalité ?
plus nuancée ou plus proche finalement de la réalité vécue par chacun. Donc c'est aussi sur cette logique d'horizontalité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de recherche participative, où il s'agit en effet de pouvoir croiser les regards. Et effectivement, en tant que chercheuse, je viens de l'extérieur, mais j'ai un métier, j'ai une expertise, mais qui est tout aussi importante et qui se nourrit de celle des personnes. Donc ces points de vue croisés, ils sont indispensables pour aider les uns et les autres à comprendre les processus et les enjeux et effectivement de pouvoir ensuite les co-construire avec eux. Il s'agit vraiment de cet ensemble-là pensé comme un système où effectivement les points de vue des uns sont toujours contextualisés en fonction des relations des autres de façon plus ou moins directe. Donc c'est aussi comment on peut penser ce système en équilibre. Et on en a parlé, il y a toujours une stigmatisation aujourd'hui et on a tous, même inconsciemment, des a priori. Est-ce que depuis que vous avez commencé à travailler sur ces thématiques-là, vous avez vous-même questionné votre propre regard vis-à-vis des phénomènes que vous observez ? Oui, régulièrement. On a des collectifs de chercheurs et c'est aussi un des atouts de ce métier, c'est de pouvoir échanger autour des pratiques. Et ce que vous dites renvoie à des questions éthiques qui évoluent aussi au niveau de la recherche. Et donc, on a des groupes où on peut partager entre chercheurs aussi ce qu'on peut renvoyer, comment on peut gérer cela. Et donc c'est aussi notre responsabilité parce que les personnes que l'on rencontre parfois elles sont volontaires, mais au départ c'est quand même le chercheur qui est demandeur. Donc et on a toute la précaution à avoir sur les questions que l'on pose, sur le fait de ne pas générer trop de souffrance ou de réactiver des difficultés chez les personnes qu'on rencontre. Donc ça fait partie de notre responsabilité. Merci à toutes les deux. Avant de conclure cette émission, vous allez nous partager quelques recommandations culturelles. On découvre ça dans la prochaine séquence, c'est la reco des invités. Alors Marion, vous avez souhaité nous recommander un livre. Ce livre, c'est Une enfance volée de Jean-Jacques Martial. On a évoqué son nom tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce livre et ce qu'il raconte? On s'en doute un petit peu. Jean-Jacques Martial, c'est par lui que l'histoire des enfants réunionnais dits de la Creuse, tous n'ont pas été placés en Creuse, a été révélée puisqu'il a attaqué l'État, il a demandé 1 milliard d'euros de dommages et intérêts. Donc suite à son action en justice, il y en a eu d'autres et puis il y a les associations se sont fédérées en associations pour faire entendre leurs paroles. Et ce livre est absolument magnifique. Il parle de son histoire, il parle de la séparation avec son île, il parle de ses placements successifs, des violences qu'il a subies. Et c'est facile à lire? Très facile, très accessible. Ah oui, absolument. Oui. En termes de vocabulaire peut-être, mais en termes de propos, c'est peut-être plus difficile. Oui. Ah, parfois il y a des choses un peu dures, mais il a beaucoup de finesse dans l'écriture, vraiment. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur cette histoire des enfants de la Creuse qui ont été reconnus Alors, où on en est dans l'histoire des enfants de la Creuse, à la suite de ma première recherche exploratoire, le ministère des Outre-mer s'est intéressé à mes premiers travaux. Et grâce au ministère des Outre-mer, on a eu un financement pour mettre en place un dispositif clinique de recherche permettant d'accompagner ces adultes psychologiquement. Donc on a pendant 2 ans mis en place, il y avait une écoute téléphonique possible, et puis qui a fait fonction de passerelle avec des lieux de soins quand les gens étaient en grande difficulté. Et puis on a mis en place des groupes de parole qu'on a appelés les arbres à parole, pour reprendre ce rituel de l'arbre que Nancy Houston évoque dans son livre « L'arbre de l'oubli », où les esclaves, avant de partir, déposaient leurs souvenirs pour ne pas en être chargés et pouvoir les retrouver quand ils reviennent. Donc il y avait cette idée de travailler autour des fragments de vie laissés à La Réunion et essayer de reconstruire à partir de ces fragments de vie. Alors Séverine, vous aviez pas une, mais 2 recommandations. La première, c'est le film Pupille de Jeanne Herry, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette recommandation? Oui, alors ce film parle du parcours d'un enfant né sous le sceau du secret. Donc on voit de manière très fine la façon dont ce bébé à la naissance donc, est confié
par sa mère. C'est ce qu'on appelle les enfants nés sous X. Exactement, ça ne s'appelle plus de cette façon-là. D'accord. Aujourd'hui, on dit les enfants nés sous le sceau du secret. Il y en a environ 500 chaque année en France. Et le film Pupille retrace vraiment la façon d'accueillir ce bébé, mais aussi de façon très fine les pratiques des professionnels qui soutiennent aussi cette mère dans cette période extrêmement complexe à la maternité et la façon dont on parle à ce bébé. Très bien. Eh ben, écoutez, ça fait une suggestion. On regardera ce film avec attention. Votre deuxième recommandation, c'est un podcast. Oui. Et c'est le podcast À l'écoute du podcast du 119. Le 119, c'est, je vous laisse nous dire en quelques mots, nous présenter le 119. Oui, le 119, c'est un numéro gratuit, un accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Chacun peut appeler du moment qu'il pense qu'une personne peut être en danger, qu'un enfant peut être en danger. Les enfants peuvent appeler eux-mêmes. C'est un numéro dont il faut se saisir, qui est capital, qui permet de rendre compte de difficultés. Et le podcast explique bien le fonctionnement du 119, mais aussi de la protection de l'enfance. On l'a vu donc ça reprend un peu les questions qu'on a évoquées dans cette émission. Exactement, sur l'institution, sur qui sont ces enfants-là. Et c'est un numéro qui, en principe, doit être affiché dans tous les lieux qui accueillent des enfants de 0 à 18 ans. Crèches, loisirs, lieux de sport, écoles, ostéopathes, psychomotriciens. Eh bien merci, c'était essentiel de le rappeler. Merci à toutes les deux d'être venues dans cette émission Science en question. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt avec d'autres sujets passionnants. Ciao les sorciers.